y a plein de chefs d'atelier qui m'ont dit « tu seras jamais recruté ». Pourtant, j'avais bien édulcoré mon CV. Hein. J'avais enlevé tout terme de direction, coordination. Enfin voilà, j'avais vraiment neutralisé au maximum mon CV pour pas faire peur. Et c'est le chef d'atelier qui m'a dit « tu seras jamais recruté ». Je me suis dit « ça prendra le temps que ça prendra. Puisqu'ils ne veulent pas de moi, je vais créer mon travail ». Bonjour, je suis Hélène Pierucci. Avant, j'étais cadre supérieur dans la direction et la gestion des d'entreprises, plus spécifiquement dans le monde de la formation. Et aujourd'hui, je suis artisan maroquinier installé à mon compte. Donc Hélène, on va commencer par le commencement, si je puis dire, c'est-à-dire votre enfance. Est-ce que tu peux me dire, puisqu'on a dit qu'on se tutoyait, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es née, où est-ce que tu as grandi, à quoi ressemblait l'environnement de ton enfance? Alors, je suis née en région parisienne, mais je ne suis pas spécialement parisienne parce que j'ai déménagé très souvent au gré des mutations de mes parents qui étaient éducateurs spécialisés et qui bougeaient beaucoup. Je bricolais. J'étais une enfant qui se racontait des histoires, qui inventait des tas de choses dans sa chambre. Et puis qui nouait des contacts assez facilement parce qu'au gré des déménagements, il fallait bien trouver des nouveaux copains. Et voilà, j'avais une mère très créative, un père très bricoleur, et je pense que la somme des deux, l'influence des deux a certainement été un acte décisif dans l'envie de fabriquer, en tout cas. Justement, le bricolage, on y arrive puisque, comme tu l'as dit, tes parents étaient éducateurs tous les deux. Et ton père, il était directeur d'un centre de jeunes délinquants, si je me souviens bien. Et dans ce centre, il y avait un endroit justement dédié à la maroquinerie. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu et du fait que tu allais passer un petit peu de temps là-bas? Mon père était responsable d'un centre, d'accueil pour des jeunes dits délinquants. C'était un centre ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui venaient de l'extérieur pour apprendre un métier, pour se former. Et parmi tous les métiers qu'il y avait le métier de maroquinier, ce qui était assez surprenant parce que c'est pas forcément un métier qui était très connu. Mais il y avait cette professeure de maroquinerie qui avait un petit atelier dans des bâtiments qui étaient une ancienne ferme, sous les toits, je me souviens très bien. Et le mercredi après-midi, comme on était vraiment en rase campagne, il n'y avait pas grand-chose à faire, je suis allée dans son atelier plusieurs fois et j'allais faire des petits objets en cuir, l'aider à découper des pièces. Alors j'avoue que c'est très lointain, parce que je devais avoir 12 ans. Mais j'ai en mémoire quelques outils, en fait, qui sont vraiment restés gravés, et des pots très spécifiques. On faisait, je me souviens, des petits étuis pour les tickets de métro qui n'existent plus aujourd'hui. Et ces petits outils, on les faisait dans des chutes de lézards. Mais je me souviens très bien de l'ambiance de cet endroit. C'était pas très lumineux. On travaillait sur des petits espaces. C'était très confortable. Ça sentait très bon. Enfin, j'y passais des bons moments. Voilà. Et puis c'est resté. Après, le cuir m'a quitté. J'ai quitté le cuir et j'ai continué ma vie scolaire. J'avais jamais imaginé basculer, en fait. J'ai eu envie, à la fin de la seconde, j'ai travaillé dans un atelier de restauration de tapisserie ancienne, donc Aubusson, Gobelin, des merveilles, restaurer des tapisseries sur pièce en allant sur place dans les châteaux pour resolidifier les tapisseries avant de les décrocher. Et là, il y avait une dame qui s'occupait de vraiment de faire les recherches iconographiques pour reconstituer les grands trous qu'il y avait dans les tapisseries, ce qu'on fait peut-être plus aujourd'hui. Et elle m'avait dit « Non, mais il faut que tu continues, il faut que tu passes ton bac. Il faut que tu passes ton bac, tu feras ça plus tard. Aujourd'hui, il ne faut plus rentrer dans des ateliers tout jeunes, il faut d'abord apprendre. Si tu veux faire ce que je fais, il faut faire de l'histoire de l'art. » Est-ce que c'est elle qui m'a décidé ou pas de repartir en seconde ou en première, je ne sais plus. Et qu'est-ce qui te
plaisait en fait dans ces activités manuelles? Qu'est-ce que t'aimais toi Je pense que c'est vraiment voir quelque chose qui se crée sous nos mains. C'est un truc aussi simple que ça. C'est voir la création, voir la fabrication. Pour le coup, je pense que dans nos métiers d'artisan, il y a des gens qui vont avoir des qualités vraiment créatives, dans le sens imaginative, créative, et puis il y a des gens qui sont plus des amoureux du faire, des faiseurs. Je pense que je serais plus du côté des faiseurs, même si il m'arrive de créer et que j'y trouve un grand plaisir, mais je ne serais jamais styliste en accessoires de mode, par exemple. Il me manquerait vraiment la partie fabrication, contact avec la matière. Voilà, j'aime beaucoup aussi l'ambiance d'un atelier, cette espèce d'endroit un peu magique où vous voyez des gens comme ça qu'on ne connaît pas. Souvent, ils ne sont pas forcément mis en lumière, mais c'est eux qui font les merveilles que vous voyez ensuite, enfin dans nos métiers, hein, qui font les merveilles qu'on voit ensuite défiler. C'est souvent calme, ça aussi j'aime bien. Et puis, il y a des outils, il y a un univers que les autres ne comprennent pas ou ne connaissent pas. Il y a cette espèce de côté un peu mystérieux de la fabrication. Si on part sur le cliché, on dit souvent que tout ce qui s'apparente à du bricolage, la confection, c'est plus des activités dites masculines. Est-ce que toi, quand tu faisais justement beaucoup d'activités manuelles, tu as eu ce genre de réflexion? Est-ce qu'on a essayé de te passionner par des activités dites féminines sur le papier, genre la danse ou des choses comme ça? Ou est-ce que tu n'as jamais eu de remarques et on t'a toujours laissé expérimenter ta passion? Alors, pour le coup, non, j'ai pas eu l'impression d'avoir été orientée vers des choses très genrées. J'ai fait beaucoup de danse, mais je suis aussi pilote de planeur. Donc moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Par contre, j'ai eu des vraies remarques sur la dichotomie, enfin sur le partage qu'on fait entre métier intellectuel et métier manuel. Je suis d'une génération, et ça n'a pas beaucoup évolué, où tous les gens qui partaient sur les métiers manuels étaient les gens qui étaient plutôt, à l'exception de près de quelques-uns qui avaient des passions, mais ils ne sont pas nombreux, des passions qu'on a à 14-15 ans, c'était plutôt des enfants qui étaient en échec scolaire sur une scolarité dite plus classique, traditionnelle. Et il y avait clairement les bons élèves qui suivent la voie royale et les moins bons élèves qui vont faire des métiers manuels. Ça, c'était clair. C'était vraiment... c'était presque écrit, en fait, hein, bizarrement. Il suffisait de suivre un conseil de classe en fin de troisième à l'époque où tous les élèves qui avaient moins partaient en CAP. Ce qui est complètement stupide, en fait, parce que la main ne fait que ce que la tête lui dit de faire. Donc. Et tous les très très bons artisans, si vous discutez avec eux, vous apercevez que c'est des gens généralement extrêmement brillants. Après, c'est des intelligences différentes, c'est des cultures différentes, mais pour moi, il n'y a pas de séparation. Et ça, par contre, je l'ai vraiment senti. Et toi, tu étais du côté bon élève, justement, quand tu étais petite? Oui, clairement, j'étais du côté bon élève. Et donc, c'était inenvisageable pour toi d'aller vers un métier manuel? Enfin, tu l'envisageais même pas? C'était pas dans la logique des choses. Il fallait une sacrée force de caractère pour pouvoir dire aux parents, à l'école même, exprimer ça dans un lycée, alors que tout vous guide pour aller vers l'enseignement supérieur. Fallait être sacrément mature ou révolté, ce qui n'était pas du tout mon cas. J'étais jeune et pas du tout en conflit avec ma famille, donc j'ai suivi. Et je pense que inconsciemment aussi, mes parents venaient d'origine plus modeste et quand on peut, on poursuit, quoi. On ne reproduit pas un schéma, c'était l'histoire de l'ascenseur social. Ce qui change aujourd'hui, hein, plus garanti pour nos enfants d'avoir les mêmes parcours. Donc j'ai continué jusqu'au bac. Après mes 3 mois de restauration de tapisserie ancienne, je suis repartie en première. Voilà. Et vers quel bac tu t'es dirigée? J'ai fait un bac scientifique
parce que là encore, c'était le schéma absolument classique, bon élève, bac scientifique. Voilà. Mais bon, les points où j'étais le meilleur, c'était certainement pas les maths et la physique. J'étais bonne en philo, et en littéraire, et en latin. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait. Ça sert après, quoi. Et tu avais un métier en tête quand tu as choisi scientifique? J'aimais beaucoup, beaucoup de choses, en fait. C'était très compliqué pour moi, l'orientation. J'aimais la biologie, Enfin, voilà, donc je crois que j'ai fait des dossiers dans des trucs très, très différents à l'issue du baccalauréat. Et j'ai été prise à peu près partout, aussi bien en technique agricole qu'en informatique. C'était vraiment très varié. J'ai commencé en Hippocagne aussi. Enfin, vraiment, je n'avais aucune idée de l'endroit où je voulais aller. Je pense que je savais pas. Vraiment, c'était quelque chose de... Donc j'ai commencé par l'informatique en me disant ça, de toute manière, ça me servira toujours. C'était une fac d'économie-gestion aussi que tu as fait? Alors j'ai fait d'abord de l'informatique. J'ai eu mon diplôme d'analyste programmeur. Et alors là, pour le coup, j'ai su qu'à la fin, je ne ferais pas ça mon métier. Et je suis partie sur, comme c'était de l'informatique de gestion, j'ai rattrapé une université d'éco et gestion d'entreprise. Et ça t'a plu? Qu'est-ce que t'en as pensé de ces études? J'ai bien aimé l'option que j'avais prise. J'ai choisi de faire du contrôle de gestion. Il y avait quelque chose d'un conseil. On était là pour créer des tableaux, des guides, aider à la décision. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et puis très rapidement, en travaillant, en fait, je me suis frayé un chemin au milieu de tous les métiers qui me plaisaient le plus dans l'entreprise, sachant que le contrôle de gestion est un peu central. Donc j'ai globalement une formation financière. Voilà, mais moi j'ai plutôt bien vécu ma première partie de carrière, en fait. Aussi parce que j'ai choisi très très rapidement un domaine d'activité que j'aimais beaucoup. J'ai très vite pénétré le secteur de la formation professionnelle continue, puis de la formation initiale. Vous amenez des jeunes d'un point A à un point B, et moi je travaillais dans un secteur qui était en plus l'apprentissage en milieu post-bac, enfin en enseignement supérieur, avec des jeunes qui à 95% trouvaient du travail à la sortie, ce qui est quand même hyper gratifiant. Pour le coup, moi j'ai jamais souffert dans mon ancienne carrière de quête de sens. Et ce métier dans la formation, ça me fait faire un peu le parallèle quand même avec ce que faisaient tes parents qui éduquaient, qui étaient dans des centres éducatifs. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien un peu, le fait que tes parents soient passés dans ce milieu, que toi tu travailles aussi avec les jeunes, tu penses que ça avait un lien, le fait que tu aimais ça? C'est obligatoire, c'est-à-dire que l'être humain, chez nous, il était omniprésent. Mes parents vivaient pour leur métier, c'était presque un sacerdoce. Quand vous vous occupez de jeunes en difficulté, ça s'arrête pas le lundi à 18h quand on sort du bureau. J'ai passé beaucoup de Noël sans mes parents, parce que Noël se faisait avec les jeunes. Donc forcément, il y a une fibre sociale qui est évidente. Et le secteur de la formation, et on sait, et je savais par eux que la formation et l'enseignement et l'éducation, c'est une des clés pour sortir. Ça fait pas tout, mais c'est une des clés quand même pour vivre bien et pouvoir choisir surtout sa vie. Et est-ce qu'à côté de ta vie professionnelle, tu as continué un peu à cultiver ton amour pour les activités manuelles, le cuir, peut-être la maroquinerie? Est-ce que de temps en temps, tu pratiquais de ton côté, ou est-ce que tu avais complètement laissé de côté cette passion pendant la première partie de ta carrière? Non. Oh là, après, avec le temps qui m'était imparti, parce que j'ai eu quand même des boulots assez prenants, et puis j'ai 3 enfants, donc ça laisse pas beaucoup de temps forcément, mais j'ai fait du dessin, je faisais de la couture, on a bricolé dans notre maison, voilà, j'ai toujours fait, j'ai fait du modelage, j'ai toujours eu un petit quelque chose du tricot. Alors c'est des petites activités qui nourrissent, voilà, qui donnent un petit quelque chose, la cuisine, ne serait-ce que cuisiner, voilà, ça fait partie des activités, ça a toujours été présent, avec plus ou moins d'intensité en fonction de la période de vie et du temps dispo qu'on a, parce que c'est pas toujours... En région parisienne, en plus, il y a les transports, donc ça prend encore du temps libre. Mais oui, ça a toujours été présent.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plus avoir laissé, parce que je suis comblée par tout ce que je fais manuellement dans la journée. Donc je vais avoir tendance à moins en faire qu'avant. Ça a pris sa place en fait. Le travail manuel a pris sa place de métier. Et alors je reviens sur ce que tu me disais quand tu me disais que tu n'as pas eu cette quête de sens, toi, que tu as toujours trouvé du sens dans toutes tes activités. Alors dis-moi, à partir de quand est-ce que tu as commencé à te dire, bon, là il serait peut-être temps de changer de carrière? En fait, après quelques postes, au bout d'un moment, j'étais dans une entreprise, j'ai eu envie de changer et je me suis retrouvée dans une autre entreprise, alors avec une dimension un peu différente. C'était une très grande association humanitaire. Donc c'est un contexte un peu différent, ce n'est plus sur une boîte cotée en bourse, hein, c'est pas pareil. Je me suis aperçue quand même qu'en France, la voie d'évolution, c'est plutôt la voie managériale. C'est-à-dire qu'au début, on manage une équipe de 5, puis une équipe de 10, puis si on change, on va en avoir 20, puis si on change, on va en avoir 30. Et qu'en fait, on vous pousse dans cette espèce de progression pour finir par être à la tête de division ou de branche ou de très importante et passer sa vie de comité de direction en comité stratégique, en comité de pilotage, en comité de machin, et finalement être très très éloigné de l'activité. Pour finalement faire quand même globalement à peu près la même chose. Et moi j'ai une caractéristique, c'est que je peux m'ennuyer très vite si j'ai pas une perspective ou si j'ai pas un projet. Il y a un de mes patrons qui avait dit que j'étais vraiment une intrapreneuse, quoi. Il fallait qu'à l'intérieur de l'entreprise, j'entreprenne des choses ou des projets. Et je me suis dit que j'étais arrivée au bout, en fait. Au bout d'un parcours professionnel, oui, j'aurais pu encore changer, empiler des cas euros à la fin de l'année. J'ai pas une appétence, pas vraiment des goûts de luxe. Et puis surtout, j'ai l'impression de toujours faire pareil, quoi, toujours faire la même chose. Et au dernier poste, j'ai recommencé à passer des entretiens pour changer. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas. Et j'avais encore 20 ans de vie professionnelle devant moi. Je me suis dit, mais 20 ans, c'est énorme, en fait. C'est autant que ce que j'ai fait avant. Je vais pas pouvoir faire ça pendant 20 ans. Je cherchais pas la gloire spécialement. Je me suis dit, tout ce qui était les motivations pour prendre des postes ou changer, ça devait toujours passer par un management plus important, ou presque, parce que faire moins, on ne vous l'autorise pas. C'est assez bizarre, hein. On vous autorise pas à devenir le subalterne des gens que vous avez encadrés avant, simplement parce que vous aimez ce qui se fait en dessous. Ça marche pas en France. Voilà, simplement, j'ai eu le sentiment d'être arrivée au bout de quelque chose. Et tu m'avais dit que le déclic, on va dire vraiment pour dire stop, c'est que tu m'avais parlé d'un alignement de planètes qu'il y a eu dans ta vie. Oui. Alors ça j'avais déjà pensé à changer de métier, à faire quelque chose de plus manuel et tout ça. Mais j'avais des enfants en bas âge. Je savais que moi, ça passerait par de l'entrepreneuriat. Bon, faut être lucide, hein. Créer une boîte avec des petits en bas âge, il y a des filles qui le font. Moi, je suis admirative. Moi, j'avais pas le courage. Et puis tout s'est aligné. Une fin de contrat à un moment donné à l'endroit où j'étais. Une voisine qui décide de se reconvertir. C'est aussi une bonne copine en plus, qui décide de se reconvertir. Moi qui avais ça en tête en se disant, putain, il y en a une qui saute, allez, j'y vais. Fini de payer ma maison. C'est un détail, mais c'est important, parce qu'il y a une charge financière du coup un peu moindre sur la famille. Puis voilà, tout est sur le rail. Et j'ai commencé à chercher vers quelle matière j'avais envie d'aller. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve une activité artisanale où j'avais une possibilité d'être embauchée pour continuer juste à gagner ma vie et puis faire manger ma famille. Voilà. Et j'ai passé en revue plein de choses. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le cuir est ressorti. Ce petit plioir, je vous montrerai ce petit outil là. Je l'ai eu le flash sur le petit outil dont je me souvenais le plus, sur lequel j'avais travaillé. J'ai fait quelques recherches. Il y avait des recrutements réguliers en France en maroquinerie. Il y avait pas mal de formations qui pouvaient se faire pour les adultes aussi.
Et je me suis dit, ça y est. Donc j'ai racheté du cuir, j'ai racheté quelques outils, j'ai commencé à faire par moi-même avec mes vagues souvenirs un peu de tutos sur internet pour voir et pour retester. Et puis il fallait bizarrement montrer des productions dans les écoles qui recrutaient pour prouver sa motivation. Donc du coup j'étais motivée à fabriquer des choses que je garde avec beaucoup d'affection parce qu'elles sont vraiment absolument nulles, mais c'était pas mal quand même de les garder, ça permet de voir le chemin. Et voilà, et c'est parti. Et pourquoi c'était sûr dans ta tête que tu allais aller vers un métier manuel? Ah, c'est vrai, je me suis jamais posé la question, en fait. J'aurais pu devenir web designer, quoi. Oui. Déjà, je voulais plus retourner dans des grosses structures. J'avais besoin d'être très proche. J'avais beaucoup travaillé en PME avant et j'aimais être proche en fait de ce qui se fait, que ça soit du service ou de la fabrication. Les organisations pyramidales des grands groupes, pour moi, c'était vraiment pas pour moi en fait. Je m'y retrouvais pas. Donc c'est sûr que je serais repartie dans des petites structures. Je pense que j'avais vraiment envie de faire et de fabriquer des choses, ça c'est sûr. Donc il n'y a pas 36 000 moyens. Il y avait peut-être des choses graphiques qui pouvaient se faire autrement qu'avec les mains, mais c'est quand même du travail manuel. Et j'avais 20 ans en fait devant moi. Quand j'ai décidé, j'avais 20 ans devant moi. Donc je me suis dit, en 20 ans, j'avais le temps de devenir un bon artisan aussi. Il y avait cette espèce de laps de temps qui paraît... Enfin, on m'a dit, tu te reconvertis tard. Mais oui, enfin, j'ai quand même encore 20 ans à travailler. Et l'actualité m'a donné raison, puisqu'on part à la retraite plus tard aujourd'hui. Donc 20 ou 25 ans, c'est une demi-carrière, quoi. Donc il y a le temps de faire quelque chose de réel. Et après, je pense que j'étais aussi dans une situation professionnelle. Je vous dis, j'ai pas de déception par rapport au travail que je faisais. Je gagnais bien ma vie, donc si je change, il faut que ça soit vraiment pour un truc qui me motive à fond. Enfin, qui soit vraiment pas une demi-mesure, qui soit vraiment quelque chose qui procède presque du rêve. Parce que pourquoi quitter un boulot où on est très bien et où on gagne bien sa vie? Il n'y a pas de raison, sauf pour accéder à quelque chose qui est encore mieux. Et pour moi, le mieux du mieux, c'était d'être artisan. Et sauter le pas, décider de changer de métier à l'âge que tu avais, avec ta carrière, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Est-ce que tu as été soutenue aussi dans ce choix? Ah ben il faut un sponsor, hein. Donc mon sponsor c'est mon mari. Il m'a dit vas-y. Mais il m'a quand même dit ça serait bien qu'au bout d'un an tu te payes. Un an ou deux quoi, tu te payes. Parce que ça doit être un objectif en fait, pas simplement une activité qu'on fait parce qu'on a envie de la faire. Il faut que ça devienne un métier, une profession. Après, moi, j'étais pas du tout sûre de supporter ce métier, hein. J'aimais beaucoup pendant la formation, mais après, j'étais à travailler un peu à droite à gauche pour être sûre que de le faire 7 heures par jour, 5 jours par semaine, et 250 jours par an, ça allait me plaire. Parce que c'est quand même très différent de faire un atelier créatif en maroquinerie que de travailler à 95%, c'est des emplois industriels en maroquinerie, que travailler en industrie, dans des gros ateliers, avec des cadences, avec des rythmes. Et ça, je partais, je m'étais dit, je me donne 1 an pour vérifier que c'est bien ça que je veux faire. J'avais pas de doute sur le métier en lui-même, j'avais encore des doutes sur est-ce que l'environnement de travail me conviendra. Parce que pour le coup, là, il y avait une vraie différence avec ma vie professionnelle d'avant. Avant, je dirigeais, je manageais, donc c'est moi qui décidais comment on organisait, comment on faisait les choses, qu'est-ce qu'on allait faire, quel diplôme on allait créer. Le jour où vous êtes ouvrier, même ouvrier super spécialisé, hautement qualifié, tout ce que vous voulez, vous décidez plus de ça. Je ne dis pas qu'on n'est que des exécutants, mais vous n'avez plus la main sur ces choses-là. Et ça, j'avais aucune idée de comment j'allais réagir à cette situation-là, en fait. Et lorsque tu étais dans ton CAP, est-ce que ça a été
une évidence, si je puis dire? Est-ce que tu aimais ce que tu apprenais? Tu avais envie d'aller à l'école tous les jours pour apprendre? Ouais, ouais. Alors là, clairement. Et puis, ce qu'on me donnait, j'en voulais plus. Donc, en stage, j'étais toujours en train de regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qui se faisait, à noter. Voilà, je cherchais. Je me suis acheté quelques machines très très rapidement, même avant la fin du CAP. Je sentais que c'était bon, j'étais partie sur le truc. Après, je savais toujours pas où j'allais, où et comment j'allais exercer. Et justement, ça, on va y venir, parce que très vite, en fait, tu t'es rendu compte que tu allais devenir entrepreneur et ne pas être employé dans une structure. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi la voie entrepreneuriale? Pourquoi est-ce que c'était, entre guillemets, obligatoire pour toi, avec ton passé, d'aller vers l'entrepreneuriat? Alors, parce que l'entrepreneuriat, déjà l'entreprise, je connaissais ça bien. J'avais un coup d'avance sur pas mal par rapport à ce que c'est que la gestion d'une entreprise, son organisation, la gestion économique, financière, demander un prêt à une banque, c'est un truc quand même pas trop compliqué pour moi. Ça, j'avais pas trop de difficultés, donc je savais que toute cette partie-là, pour moi, elle serait simple, entre guillemets simple, hein. Après, j'ai demandé l'avis aussi, quand j'étais en entreprise, j'ai demandé l'avis à des chefs d'atelier, est-ce que j'avais une possibilité d'être embauchée, et tout ça. Donc, ils m'ont gentiment demandé mon CV, et il y a plein de chefs d'atelier qui m'ont dit « tu seras jamais recruté ». Parce que j'avais eu un niveau décisif. Pourtant, j'avais bien édulcoré mon CV, hein. J'avais quand même... j'avais pas menti, mais j'avais enlevé tout terme de direction, coordination. Enfin voilà, j'avais vraiment neutralisé au maximum mon CV pour pas faire peur, justement. Et je me souviens d'une directrice d'usine qui m'a dit « mais vous vous rendez compte que vous allez diviser votre salaire par 3 ? Que vous allez plus décider de rien, ou presque. » Et le chef d'atelier qui m'a dit « tu seras jamais recruté. » Parce que surqualifié, en fait, c'est ça? Parce que tu fais peur, en fait. Je sais pas pourquoi, je n'ai pas de passé syndicaliste, mais... alors je pense que c'est parce que des entreprises en maroquinerie investissent beaucoup sur la formation de leurs salariés. Et que prendre quelqu'un qui a eu beaucoup d'autonomie professionnelle comme moi j'en avais eu, c'est aussi le risque de voir une personne qui... Parce que ça arrive, hein, ça arrive vraiment, des gens qui ont le rêve de faire de la maroquinerie et qui finalement ne se plaisent pas en usine parce qu'on a des tâches on peut avoir des tâches répétitives, on peut avoir... on a un rythme de travail qui est à tenir et ça peut très bien ne pas convenir. Il y a beaucoup de gens qui veulent créer des choses en maroquinerie et pas forcément faire. J'en reviens à ce que je disais au début, entre les créateurs et le faiseur. Donc ça m'a un peu arrangé qu'on me dise ça, parce que du coup j'ai pas trop cherché à être embauchée. Je me suis dit ça prendra le temps que ça prendra, je m'installe et je m'installe à mon compte finalement, puisqu'ils veulent pas de moi, mais j'en étais pas sûre, hein, j'ai pas tenté le coup. Puisqu'ils veulent pas de moi, je vais créer mon travail. Voilà. Et donc te lancer à ton compte, ça a rimé avec la création de ta propre marque, en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer comment l'idée t'est venue, comment tu as trouvé l'identité de ta marque, le nom, un petit peu tout ce processus? Alors j'ai fait vraiment ce qu'on fait toujours en création d'entreprise. Je me suis fait un magnifique modèle Canva avec le client au centre, ma valeur ajoutée. J'ai mis ça sur papier, j'ai sorti mes slides, j'ai fait des PowerPoint dignes des meilleurs consultants. En fait, rien ne s'est passé comme ça, soyons clairs. Pourquoi? Parce que je ne suis absolument pas designer de produits. Créer une gamme de produits, créer une marque de maroquinerie, créer un concept, c'est un métier à part entière. Et ça, je me suis très vite rendu compte que j'avais pas cette expérience-là. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais ça fait presque 10 ans. Et puis les premiers chantiers que j'ai eus, ça a été des chantiers pour travailler pour les autres. Et en fait, il faut faire preuve de créativité quand on travaille pour les autres, parce qu'on vous donne un projet, un cahier des charges, parfois pas vraiment ficelé, donc c'est à vous de trouver comment faire et faire en sorte que le client il soit satisfait.
Et finalement, mon espace de créativité, je l'ai trouvé là-dedans. On m'amène un dessin, comment on fait ça, on voudrait faire une petite série, 40 pièces, 30 pièces. Et j'ai commencé comme ça. En fait, ma part de créativité, je l'ai faite aussi en aidant les autres. Et puis ça me permettait de m'ouvrir, de ne pas être toute seule dans mon atelier. Je trouvais ça très 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 sympa d'avoir des créateurs qui arrivent avec des idées, parfois des trucs assez surprenants. Mais bon, c'est chouette d'accompagner les gens. Et en fait, finalement, l'équilibre de l'atelier s'est trouvé assez facilement entre une partie de travail que je fais pour les autres, une partie de boulot que je fais pour moi, nos propres pièces, parce qu'on nous le demande, et puis parce que petit à petit, on a réussi à créer une espèce d'identité. Voilà, on est plutôt sur des maroquineries classiques, avec pas mal de couleurs. On aime la couleur, on aime le peps, le dynamisme, les touches de fantaisie, tout en étant non plus pas trop l'effet d'une mode de 6 mois, des choses un peu intemporelles. Et puis, on m'a souvent demandé de réparer. Et là, j'ai découvert un grand plaisir dans la réparation. Mais vraiment un grand plaisir. Donc aujourd'hui, je dirais que mon activité, elle est divisée en 3. Il y a partie créa pure, la partie sous-traitance et collaboration, et puis la partie réparation et restauration, puisqu'on a même des pièces, on va dire presque historiques, qui nous arrivent sur du mobilier, des choses comme ça. Et tout le monde disait, mais si tu veux faire quelque chose, il faut choisir. Et moi, j'ai refusé de choisir, en fait, parce que c'est ça que j'aime dans mon atelier. C'est que lundi, je restaure un petit canapé prouvé, que mardi, je vais faire une petite pochette de téléphone. Enfin, je raccourcis les durées. Hein. Mardi, je vais faire une pochette de téléphone pour une dame qui a un téléphone avec une taille hors norme. Et que vendredi, je vais travailler avec une styliste et un designer d'accessoires mode sur un projet, sur la validation d'un prototype. Et ce panel d'activités, c'est absolument formidable. On ne s'ennuie jamais. Alors je dis on parce que pour le coup, les gens qui travaillent avec moi, ils le savent et c'est pour ça qu'ils sont heureux d'être là. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et tu m'avais parlé aussi, quand on avait un petit peu discuté ensemble, de l'exigence de la maroquinerie. T'en as un peu parlé au début que la main, en fait, ça reflète ce que notre cerveau nous guide, donc que c'est pas un métier pour les gens nuls, qu'il y a des gens qui sont très très intelligents et qui font des choses avec la main. Est-ce que tu peux me détailler un peu ça aujourd'hui, maintenant que tu en fais au quotidien? Quelles sont les exigences dans la maroquinerie? Dans la maroquinerie, je pense que les qualités ou les traits de caractère qu'il faut avoir, c'est éminemment la patience, la minutie, la précision, surtout quand on est, ça c'est évident, hein, c'est pratiquement dans tous les métiers d'art, donc c'est pas vraiment une révélation. Je pense qu'il faut être aussi assez astucieux parce que tous les outils pour faire certaines choses n'existent pas, donc il faut se bricoler parfois des outils. Il y a cette espèce d'astuce de montage, de penser comment on va monter une pièce ou comment on va la réaliser, comment on va rationaliser aussi son travail. C'est parfois simple, mais on se met des petits repères en scotch sur notre plan de travail pour caler une pièce, pour être sûr d'aller plus vite, pour poser la colle, pour assembler quand on fait une série. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui se traduisent en industrie par un bureau des méthodes, par plein de métiers qui sont qualifiés. Nous, en tant qu'artisans, on va devoir développer tout ça. Je pense qu'il faut avoir aussi, si on fabrique ses propres pièces, il faut être très ouvert à l'extérieur et avoir le goût, sentir l'air du temps, le goût des tendances. C'est le secteur de la mode, donc on est dans le secteur de la mode pour une grosse partie des pièces qu'on travaille. Donc il faut avoir un intérêt pour ça, un intérêt pour l'esthétique, pour le beau. C'est souvent ce qui motive les gens d'ailleurs qui veulent rentrer en maroquinerie. C'est cet accès au monde merveilleux de la mode. Puis après, il faut, comme tout artisanat, je pense qu'il faut être économe, respecter la matière, être astucieux. Enfin voilà. Mais ça, je pense que c'est les caractéristiques de tous les artisans qui sont installés à leur compte, quoi. C'est le bon sens en fait. Voilà. Et aujourd'hui, alors que tu te lèves tous les jours pour manipuler le cuir au quotidien, est-ce que tu as l'envie de te lever? Tu te vois faire ça jusqu'à la fin de ta carrière? Est-ce que tu ressens la passion au quotidien? Alors, je me méfie beaucoup du mot passion, parce que dans le mot passion, il y a quelque chose un peu...
Pour souvent, les gens disent passion, donc ça veut dire qu'en gros, on peut plus se plaindre de rien puisqu'on a un métier passion. Puis surtout, si on gagne rien, c'est pas grave parce qu'on a un métier passion. Donc je dirais que c'est plutôt... j'ai mis une phrase sur mon compte Instagram, la passion, c'est le meilleur moyen d'accéder au travail sans que ça nous pèse trop. Voilà. Quand on aime ce qu'on fait, on peut travailler plus. Et globalement, être artisan et réussir, c'est beaucoup de travail. Voilà, il faut beaucoup bosser. Je travaille sûrement plus que je ne travaillais quand j'étais salariée, et pourtant je travaillais déjà pas mal. Donc c'est évident, en fait. Donc je me lève avec plaisir, mais mon métier, il a quand même trouvé sa place, en fait. Et c'est ce que je dis souvent dans la reconversion, j'ai pas changé ma vie, j'ai changé de profession. Alors c'est vrai que le début de la reconversion, c'est un espèce de maelstrom d'émotions. On est très très heureux et donc tout se mélange. Et là, on parle de passion. Mais après quelques années quand même, puis parfois quelques difficultés, puis parfois quelques coups durs, en fait, le métier reprend sa place normalement. C'est-à-dire que je suis contente de partir en vacances. Je suis contente de rentrer chez moi et de ne pas avoir des trucs à ramener à faire à la maison. Voilà, ça reprend sa place. Après, au quotidien, je ne vois pas les journées passer. Voilà. C'est clair que j'ai pu être fatiguée parfois, parce qu'on est malade, parce qu'on a beaucoup bossé, mais je n'éprouve pas l'ennui. On regarde de la montre, on a une horloge, là c'est juste pour savoir s'il n'est pas trop tard pour manger, mais parce on commence à avoir faim. Mais j'ai jamais, depuis des années maintenant, regardé en me disant j'en peux plus, quand est-ce que je rentre, quoi. Donc voilà, si c'est ça la passion, pour moi ça c'est juste avoir un super intérêt pour son boulot. Après, à l'intérieur du travail, il y a des choses que j'aime pas faire. Mais voilà, ça a repris sa place de métier. Et c'est très sain d'ailleurs. Et c'est très sain parce que ça permet d'être, en tant qu'entrepreneur, d'être vigilant à ce que ce travail passionnant, pas passion, ce travail passionnant soit bien quelque chose qui me nourrisse, qui nourrisse ma salariée, mon apprenti, que ça soit économiquement viable, rentable, parce que sinon c'est un hobby, c'est pas un métier. Et pour finir, ce sera ma dernière question. Tu me parlais que toi, quand tu étais jeune, il y avait beaucoup cette image de ceux qui sont pas bons à l'école, vont dans les métiers manuels, les autres font des longues études. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, tu as l'impression que ça change, ça bouge, notamment avec les apprentis peut-être que tu rencontres? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une évolution de ce côté-là? Je pense qu'il y a une tendance de fond à parler des métiers de la main avec plus d'admiration. Et du coup, on sent bien qu'il y a des gens qui sont pas sur des parcours classiques, enfin qui sont sur des parcours classiques, qui peuvent, dès la formation initiale, assez jeunes, basculer. Mais quand on rencontre les jeunes, et ça m'est arrivé d'intervenir auprès de jeunes, et j'en ai souvent qui viennent à l'atelier, la première question qu'ils me posent, c'est combien tu gagnes ? Et là, c'est très compliqué, en fait. C'est-à-dire que ces métiers sont extrêmement valorisés. On en parle, il y a eu des plans pour les métiers d'art. Le luxe a fait appel à un nombre incalculable de métiers d'art et de professionnels des métiers d'art. La grande difficulté, et aujourd'hui, c'est le modèle économique de ces métiers d'art, en particulier pour les artisans installés indépendants. Aujourd'hui, 85% des entreprises des métiers d'art sont des entreprises unipersonnelles qui ne peuvent pas embaucher. C'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas embaucher. Et on a beau faire des grands plans avec des crédits d'impôt, pour avoir un crédit d'impôt, encore faut-il avoir des impôts à payer. Et ça, tant qu'on n'aura pas... Alors je pense qu'on est dans l'air du temps, clairement, on produit localement, on produit raisonnablement, on fait de la qualité, enfin on coche toutes les cases, mais pas parce qu'on le veut, parce que c'est le propre même de l'artisanat. Donc on coche toutes les cases. Maintenant, on a ce problème-là de résoudre la faisabilité pour vivre correctement de ces métiers. Et moi, je vois pas mal de gens qui viennent me voir en reconversion. Je leur dis attention, est-ce que votre conjoint ou partenaire assure ?
Parce que c'est difficile en étant artisan aujourd'hui de vivre en région parisienne avec un prêt pour payer un appart. Enfin, faut être lucide. Donc tant que cette équation économique ne sera pas réglée, je pense qu'on n'attirera pas non plus beaucoup de gens. Voilà, parce qu'on peut être salarié dans les grandes maisons, mais enfin, moi je connais aussi beaucoup d'usines de maroquinerie où les gens sont ouvriers, donc le salaire d'un ouvrier en province, c'est le SMIC. Et vous avez beau être super qualifié, vous êtes au SMIC. Avec l'ancienneté, ça monte et tout ça. Dans les grandes maisons, vous avez des rémunérations qui sont différentes. Mais ça fait pas rêver des gamins, quoi. Je dis, tant que cette question-là, elle n'est pas réglée, et c'est compliqué, pourquoi ? Parce que du coup, nous, on fait du Made in France, on fabrique tout en France, et on a des coûts de fabrication et de production qui sont forcément bien supérieurs à l'ensemble ou une bonne partie des produits qu'on trouve sur nos marchés aujourd'hui. Mais j'ai franchement bon espoir que la consommation, en fait, que notre mode de consommation change. Alors je dis ça, mais bon, on voit bien que ça, je sais pas, encore dans les jeunes générations, pas toujours le cas, mais où on achètera moins et du coup on aura plaisir à aller acheter chez un artisan une pièce, un sac, un cartable qui va durer longtemps, qui va être fait comme on l'aime, avec des belles matières et de manière qualitative.